présidentielle. Et en fait, M. Macron a réussi à construire un système assez incroyable quand il était au ministère de l'économie, où il a utilisé les moyens de l'État. Quand vous êtes ministre, vous avez ce qu'on appelle un cabinet, c'est-à-dire que l'État vous finance un certain nombre de collaborateurs qui sont censés vous aider à travailler vos dossiers et à adopter ou à élaborer les meilleures politiques publiques pour le pays. Vous avez jusqu'à une vingtaine en fait de conseillers ministériels. Aujourd'hui, vous n'en avez plus que 7 et Macron a mis en place cette limite. Pourquoi? Parce que lui-même ayant eu un cabinet énorme quand il était ministre de l'économie, il sait bien à quel point c'est important pour devenir président de la République, donc il veut pas qu'on lui reproduise le coup qu'il a fait Hollande, donc il a réduit à 7. Mais à l'époque, il avait entre 20 et 25 conseillers ministériels qui étaient payés jusqu'à 15 000 € par mois, donc c'est quand même des sommes conséquentes, qui elles-mêmes avaient accès à des budgets de communication et d'organisation d'événements extrêmement importants. On a entendu parler de l'affaire Las Vegas, lors de laquelle une petite agence qui s'appelait Business France, au sein du ministère de l'économie, a organisé en gros un meeting à Las Vegas pour M. Macron, qui lui a servi à donner une image de lui, d'homme moderne, engagé, près des startups, des nouvelles technologies, etc. Ce meeting, en fait, a été organisé sur les frais de l'État par Business France au coût de 300 000 €. Le déplacement a coûté 300 000 €. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a invité des dizaines et dizaines d'entrepreneurs et de journalistes. Journalistes qui allaient couvrir l'événement, non pas évidemment pour parler des nouvelles technologies ou du rôle de la France dans les nouvelles technologies, mais de la nouvelle star montante qui était Emmanuel Macron, et entrepreneurs qui étaient invités. Pourquoi? Qui étaient invités là-bas pour après être invités à des événements de levée de fonds où ils donneraient de l'argent pour la campagne présidentielle de M. Macron. Et donc cet événement, c'est un exemple, il y en a eu des dizaines de comme ça, qui a coûté 300 000 € à l'État, c'est-à-dire à nous, organisé par Business France, a été fait sans appel d'offres. Et il a été donné à Havas. Et je vous expliquerai pourquoi c'est important, à qui appartient Havas, etc., et à quel point justement ça participe du système oligarchique. Mais ce marché a été attribué à Havas par quelqu'un qui s'appelle Ismaël Émilien, qui est devenu conseiller spécial de M. Macron à l'Élysée, et dont la femme travaillait à Havas. C'est la femme qui a récupéré le marché, les 300 000 €, et elle devait être contente. Et ça lui a permis de bien se faire valoir auprès de l'employeur, la fiancée, pardon, pour être plus exact. Et ça a permis en fait à Macron de faire cette opération, à Havas de gagner de l'argent. Ça n'a pas été la seule fois où Havas a été sollicité. Et à la directrice de Business France, une certaine Muriel Pénicaud, de se faire bien voir de l'alors ministre de l'économie. Muriel Pénicaud, comme vous le savez peut-être, a été depuis nommée ministre du Travail. Pourquoi est-ce que Muriel Pénicaud a été nommée ministre du Travail? Alors qu'elle n'a pas, franchement, je ne sais pas si vous avez déjà entendu des entretiens à la radio ou à la télévision de Muriel Pénicaud, c'est particulièrement scandaleux. C'est-à-dire que l'absence de maîtrise, non seulement de la rhétorique, mais des fonds du dossier, est quand même sidérante. C'est-à-dire que si on n'est pas capable, dans un pays de 66 millions d'habitants, de trouver quelqu'un de plus compétent que cette personne pour devenir ministre du Travail, c'est qu'on est mal barré. Or, en fait, Muriel Pénicaud a été récompensée non pas pour son talent, mais d'une part pour les services rendus lorsqu'elle était à Business France, mais surtout parce que, comme on est un peu encore à la marge, dans un état de droit, à un moment, la justice, suite à une révélation qu'elle a enchaînée, s'était intéressée à ces attributions sans appel d'offres, de contrat, parce que normalement, vous avez une limite qui fait qu'au-dessus d'une certaine somme, n'importe quelle administration ne peut pas attribuer de contrat comme ça, de gré à gré. Et cette limite avait été explosée par le contrat. Et qui a couvert l'affaire? Et qui a couvert l'affaire, notamment, ça a été rendu public parce que elle avait écrit à sa secrétaire pour dire qu'il fallait un rendez-vous secret avec le conseiller spécial de M. Macron à l'époque, Ismaël Émilien. C'est Muriel Pénicaud. Et c'est Muriel Pénicaud qui, en fait, est en train d'encaisser les coups, qui va probablement être mise en examen dans l'affaire Business France, c'est qu'on appelle Business France, et qui, il faut bien la récompenser d'une façon ou d'une autre, c'est-à-dire qu'il faut bien acheter sa fidélité, parce que si elle balance qu'en fait tout ça c'était une opération aux frais du contribuable, et donc il y a non seulement détournement d'argent public, mais en plus financement illégal d'une campagne électorale, c'est tout un pan de la Macronie qui saute. Donc pour l'instant on la rend ministre, ce qui permet par ailleurs d'avoir accès à certains réseaux dans l'administration pour s'assurer qu'on suit bien le dossier, et ça permet de maintenir cette fidèle. Bon, je reviens à M. Macron qui est nommé ministre de l'économie. M. Macron est nommé ministre de l'économie et donc dispose normalement d'un cabinet limité à 15 personnes. En fait, il va exploser les limites, il va avoir 25. Il va recruter, ce qui est exceptionnel, 5 conseillers en communication. 5 conseillers en communication. Dans le seul but, en fait, de préparer sa campagne présidentielle de 2017. M. Macron va utiliser les moyens de l'État non seulement par ses conseillers, parce qu'on a bien vu que l'action de M. Macron en 2 ans, à part au ministère de l'économie, est assez faible. On reviendra sur son bilan avant de devenir président de la République, mais à part ouvrir des lignes de bus
dont on pourra contester non seulement l'utilité, mais même la sécurité, etc. Il n'a pas eu un bilan, en fait, tout simplement. Pourquoi? Parce que M. Macron a passé son mandat en tant que ministre de l'économie, dans une situation pourtant de crise économique grave, avec de grandes difficultés, à préparer sa campagne présidentielle pour se faire élire. Et il a fait ça notamment comment? Cela a été raconté par plusieurs personnes, en organisant des événements. Deux petits déjeuners. Il se réveillait à 7h du matin pour avoir un petit déjeuner, puis après un deuxième petit déjeuner. Des déjeuners et 2 à 3 dîners, enfin 2 dîners et un souper, avec en gros tout ce que le petit Paris pouvait compter de journalistes, d'entrepreneurs, d'hommes politiques, au ministère de l'économie, donc à nos frais. Et donc tout ce temps où il était censé travailler sur les fonds des dossiers, sauver des entreprises, s'occuper de la politique industrielle du pays, etc., il l'a passé à séduire une élite politique, économique et médiatique au sein de Paris pour préparer son élection. Donc, on a les événements organisés par l'État, on a les conseillers politiques qui sont en fait ceux qui ont fait sa campagne, et Stéphane Séjourné, qui était son conseiller politique, qui aujourd'hui est devenu le directeur de campagne de La République En Marche pour les Européennes, et qui était celui qui a été le structurant en fait de La République En Marche, Ismaël Émilien, qui a été l'autre vecteur de la construction de La République En Marche, et les troisièmes qui sont occupés avec Aurélien Taché, Pierre Persson, etc., de monter les jeunes avec Macron, qui était une structure qui censément n'avait rien à voir avec Macron, qui était complètement indépendante, mais qui était financée par ces personnes-là. Et donc, on a tous ces éléments qui ont été mis en place successivement avec un vrai détournement des moyens d'État pour construire sa campagne présidentielle. Ça suffit pas. Ça suffit pas d'exploser les moyens, d'utiliser les moyens d'État à des fins politiques personnelles pour se faire élire président de la République. Il se trouve que M. Macron, avant cela, s'appuyait très tôt sur 2 autres mamelles qui ont créé des dépendances très fortes et qui expliquent aujourd'hui la politique économique qu'il mène, qui va objectivement à l'encontre des intérêts de la majorité de la population. Il y a la première, qui est peut-être la moins intéressante, celle que j'ai moins développée aussi, ici, c'est son intégration au sein des élites technocratiques de Paris. M. Macron, c'est quelqu'un qui vient d'Amiens, qui est fils d'un chef de service d'hôpital, donc quelqu'un qui est dans les 0,8% les mieux rémunérés du pays, mais qui fait partie de la grande bourgeoisie provinciale. Donc c'est pas quelqu'un qui a des relais directs dans Paris. Donc M. Macron doit se construire, s'il veut se construire un destin, il doit trouver un moyen d'intégrer le petit cercle parisien et de séduire toutes les personnes qui vont ensuite l'appuyer. Donc il va faire ça par 2 vecteurs. D'une part, Brigitte Macron, qui va devenir professeur, qui était professeur donc, dans le lycée privé d'Amiens le plus réputé, la Providence, et qui va devenir professeur à Paris, surtout d'un lycée qui s'appelle Franklin. Dans le lycée Franklin, qui est un lycée privé, donc on voit le sens de l'engagement de ces gens-là, c'est en fait un lycée de la rive droite de Paris, où sont envoyés tous les héritiers du petit Paris financier, de l'ancienne aristocratie parisienne, de la grande bourgeoisie parisienne, et notamment en fait Brigitte Macron va y rencontrer les fils de la plus grande fortune de France, la 4e fortune mondiale, Bernard Arnault. Et elle va devenir leur professeur. Et évidemment, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va présenter cet homme, qui est le propriétaire de LVMH, à Emmanuel Macron. Et elle va faire ça en fait avec une série de personnes dans les réunions de parents d'élèves, les kermesses, les conférences qu'organise Franklin, parce qu'évidemment ces lycées ont énormément de moyens pour fabriquer l'entre-soi et pour faire que au-delà de l'apparente objectivité d'une méritocratie qui est inexistante en France, je vous rappelle que dans les grandes écoles comme Polytechnique ou Normal Sup, qui forment en fait nos futurs dirigeants, il n'y a plus que 1% de fils d'ouvriers d'employés. Donc en fait, ce sont des écoles qui ne servent plus qu'à reproduire et à légitimer la domination des héritiers de la grande bourgeoisie, notamment de la grande bourgeoisie parisienne. Eh bien, ce lycée-là va donner à Brigitte Macron les moyens d'appuyer la carrière politique de son mari. Son mari, entre-temps, qu'est-ce qu'il a fait? Il est rentré, grâce à l'entregent notamment de Brigitte Macron, à Henri IV, le plus grand lycée public et la plus grande prépa publique qui prépare justement à Normal Sup et à Louis le Grand, c'est-à-dire qui à un temps permettait aux meilleurs élèves de province, quelle que soit leur origine sociale, d'arriver à Paris et de préparer dans les meilleures conditions, grâce à un internat notamment, les grands concours de la République, qui étaient censés former des serviteurs de l'État. En fait, ces lycées, encore une fois, sont devenus des machines à reproduire les privilèges et à permettre aux personnes déjà inscrites dans un système favorisé de renforcer leur monopole et surtout de pouvoir après regarder les autres Français et leur dire « mais moi je suis là parce que je l'ai mérité, c'est-à-dire parce que je vous suis supérieur ».
et légitimer leur parcours. Comme je vous le dis, les statistiques ne mentent pas. Quand vous avez pour des concours pseudo-égalitaires plus que 1% de 30%, il y a 30% d'ouvriers d'employés en France encore, quand vous avez plus que 1% de leurs enfants qui rentrent, enfin c'est même pas ça, pardon, quand il n'y a plus que 1% des personnes qui sont dans ces grandes écoles qui sont leurs enfants, alors que vous avez jusqu'à 50% de fils de cadres supérieurs, vous comprenez bien qu'en fait c'est une illusion. C'est ce qu'on appelle une arnaque en fait. On vous fait croire que tout le monde a les mêmes chances de rentrer dans ces écoles. Dans les faits, les concours de ces écoles progressivement ont été fabriqués de façon à convenir et à ne faire rentrer en leur sein que les héritiers. Donc Macron a bien compris à quel point, grâce à Brigitte Macron notamment, il était essentiel d'avoir accès à ces élites et à ces institutions. Pourquoi ? Parce que ces institutions, parce qu'elles donnent encore l'impression, malgré les travaux de Pierre Bourdieu, de grands sociologues, etc., qui démontrent qu'elles ne sont pas du tout des instruments de la méritocratie, elles donnent encore cette illusion. Donc elles donnent un capital symbolique très important à ceux qui y rentrent, non seulement auprès du reste de la population, qui va avoir un réflexe de dire bah oui, s'il a fait ces écoles, c'est qu'en effet il est particulièrement brillant, etc., mais aussi au sein de l'élite. Parce qu'au sein de l'élite, ça permet de distinguer, en gros, ce qu'on appelle le mauvais enfant du bon enfant, c'est-à-dire celui qui est un peu raté, en gros, de sélectionner au sein des héritiers ceux qui, en fait, sont un peu meilleurs que les autres. Donc, Macron rentre là-dedans. Alors, Macron va se retrouver face à un écueil un peu dérangeant. J'imagine que vous avez lu dans la presse pendant la campagne présidentielle que Macron était l'une des personnes les plus brillantes de ce pays. On a essayé d'en faire un grand philosophe, on a essayé d'en faire un grand pianiste. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. 3e prix du conservatoire municipal d'Amiens. Attention, en piano, on a réussi. Non mais je veux dire, c'était très grossier, mais ça a marché. En fait, Macron, contrairement à ce qu'on a dit, et je dis pas du tout, et je vous le dis en vous disant à quel point ça ne signifie rien, mais quand même c'est important de le rappeler, Macron rate 3 fois le concours de Normal Sup, donc de l'école à laquelle il était censé être préparé par Henri IV, 3 fois, hein. C'est exceptionnel. Normalement, vous le passez une fois. Pour les plus acharnés, vous le passez une 2e fois, mais bon, il faut déjà être un peu névrotique parce que vous passez votre année à ne faire que ça. Alors quand vous le passez une 3e fois, c'est vraiment que vous avez une fixation, quoi. Bah, Macron fait cette fixation et il l'a pas. Et derrière, il passe l'ENA. Et il rate l'ENA la première fois. Et il a l'ENA que l'année après. Donc c'est-à-dire qu'il passe 5 ans de sa vie successivement à passer concours, il passe 4 ans de sa vie successivement à rater des concours, les plus belles années de sa vie, entre 19 et 23 ans. Donc c'est pas un génie, c'est un laborieux. C'est quelqu'un qui, à 23 ans, finit enfin et respire enfin parce qu'il a réussi à intégrer l'ENA après ce parcours du combattant. Et donc évidemment, qu'est-ce que ça va créer chez lui ? Une suradhésion au système. C'est-à-dire le système l'a enfin reconnu. Donc il a perdu tellement d'énergie pour l'intégrer. Donc c'est évidemment que le système est génial parce que il est génial, quoi, finalement, lui-même. Et donc, Macron, et c'est quand même, c'est anecdotique, mais quand même, ça vous permet de comprendre des choses parce que, en fait, ça rééquilibre le discours médiatique qui est appliqué sur cette personne. Macron va prétendre pendant des années qu'il est normalien. Alors qu'il a eu l'ENA, hein. C'est-à-dire, des années plus tard, il continue à faire croire qu'il était normalien, ce qui dit, en fait, la fixation qu'il avait fait, ou peut-être la compréhension intime d'à quel point c'était essentiel pour lui, pour se légitimer, d'avoir accès à ses sésames, en quelque sorte. Donc, Macron finit par rentrer à l'ENA. Il se débrouille très bien à l'ENA, il fait l'inspection générale des finances. Et un dernier point sur l'ENA. L'ENA, ça évidemment pas, ça ne mesure pas votre génie. Il y a pas, sinon on s'en serait rendu compte, hein, depuis qu'il n'y a pas beaucoup d'ENA qui nous ont démontré une capacité créative très forte. Ça démontre une aptitude particulière à adhérer à l'existant, à vous conformer à l'existant. C'est-à-dire vous êtes particulièrement bon pour ça. Vous êtes particulièrement bon pour comprendre ce qui est attendu de vous, comment fonctionne le système tel qu'il est, et le servir et y adhérer. Mais donc ça vous récompense pas du tout dans le sens dans une capacité de créative, transitive pour changer le système. Donc vous imaginez que quand vous avez passé 5 ans de votre vie à faire d'abord normal puis l'ENA, ça vous, des années quand même où vous êtes encore jeune, ça cadre votre cerveau d'une façon très particulière, quoi, finalement. Donc Macron rentre là-dedans, il finit par réussir à sortir à l'inspection générale des finances, qui est ce qu'on appelle un des grands corps de l'État, l'inspection générale des finances. Il y a 2 grands corps de l'État qui vous permettent de réussir votre vie quoi qu'il arrive, en gros. C'est l'inspection générale des finances d'un côté et le corps des mines. Le corps des mines, c'est pour les polytechniciens qui sortent dans la botte, entre guillemets, dans les premiers à Polytechnique, quand ils sortent de Polytechnique dans les premiers. Et l'IGF, c'est pour ceux qui sortent dans la botte à l'ENA. Corps des mines, vous devenez ingénieur. Donc vous avez des compétences industrielles qui vont vous permettre, en gros, je pense qu'il y a un tiers des patrons du CAC 40 qui sortent du corps des mines. Du côté de l'IGF, théoriquement, qu'est-ce que vous faites ? Vous contrôlez la manière dont l'État dépense ses sous. Sauf qu'en fait, l'IGF, au fil des années, est devenue la meilleure passerelle entre la haute fonction publique et le privé. C'est-à-dire qu'en fait, le secteur privé a compris que les IGF,
ce qu'on appelle les IGF, avaient une valeur particulière, c'est que comme ils ont un contrôle sur l'ensemble de l'appareil, une vision d'ensemble sur l'ensemble de l'appareil d'État, ils ont accès à l'ensemble de l'appareil d'État, d'en haut, parce que le système étatique est très hiérarchisé. En fait, ils ont des réseaux très importants qui peuvent servir, quand vous êtes une entreprise privée, qui cherche à avoir des dispositifs réglementaires plutôt favorables, qui cherche à avoir une niche fiscale, qui cherche à avoir, etc. Et donc en fait, l'IGF est devenu, au lieu d'être un corps de contrôle, ce qu'on appelle un corps de contrôle, est devenu une passoire extraordinaire. C'est-à-dire qu'en gros, il y a eu des transferts de ce qu'on appelle des pantouflages, du public vers le privé, ou des personnes à qui on a payé leurs études depuis qu'ils ont 6 ans, enfin en l'occurrence Macron non, parce qu'il était dans le privé, mais en tout cas à partir de 18 ans, quand il est rentré dans le public, on a payé les études de l'ENA qui sont extrêmement chères, on leur a permis en fait d'avoir accès à des ressources publiques très importantes, on leur a donné accès à des secrets d'État, on leur a donné accès aux plus grands décideurs de l'État, mais pour une seule raison, pour qu'ils servent l'État, pour qu'ils s'assurent que les finances de l'État, c'est-à-dire de nous tous, soient bien utilisées. Eh bien ces personnes-là, au bout de 4-5 ans, décident de passer dans le privé, dans lequel ils vont quintupler, sextupler, multiplier parfois par 100 leur rémunération, pour permettre à ces grandes entreprises privées, qui ne servent qu'une chose, leurs actionnaires, donc l'intérêt privé. Il va rencontrer plein de gens de la haute société publique, il va se faire passer pour normalien dans les petites réunions, les clubs, etc., pour essayer de se montrer comme étant particulièrement exceptionnel, pas seulement IGF, mais IGF et normalien. Et donc tous les grands dirigeants du Petit Paris, dont vous avez entendu parler, les Alain Mingue, les Jacques Attali, les Jean-Pierre Jouyet, etc., vont le présenter à des hommes politiques, à des patrons, etc. Et il va y avoir un moment très important là-dessus, c'est un certain Jean-Pierre Jouyet, qui était directeur de l'IGF à l'époque, qui avait été directeur du Trésor auparavant, qui s'est marié entre-temps avec Brigitte Tétinger-Jouyet, donc l'héritière des Champagnes et compagnie, parce que évidemment dans ces espaces-là, on se marie par amour et pour la beauté et l'intelligence des gens, hein, pas pour leur réseau et leur fortune. Donc on a, vous voyez, une alliance de capital entre un grand commis de l'État qui a accès aux ressources de l'État et la grande bourgeoisie qui cherche en fait à reproduire sa position, à s'assurer que l'État ne menacera jamais ses intérêts. Donc ils se marient ensemble, et ce qui renforce évidemment la position de Jouyet au sein de l'État aussi. Ça se redistribue aller-retour. Ils organisent des dîners souvent ensemble, et ils invitent toute la fine crème, la fine fleur, pardon, de l'élite parisienne et internationale, et ils décident de prendre sous leur aile un certain Emmanuel Macron qui a l'air plutôt servile, plutôt docile, quoi, plutôt malin. Donc ils vont le faire monter. Et donc Jouyet lui file l'intérim de l'inspection des finances à un moment, et surtout il va le nommer à la commission Attali en 2007. Et ça va être le premier fait de gloire d'Emmanuel Macron, qui va rédiger l'introduction de ce rapport. Vous vous souvenez, je pense qu'elle est publiée en 2008. C'est-à-dire qu'il est publié quelques semaines avant la crise des subprimes, avant le déclenchement de la crise des subprimes. À une époque où on pense encore que la croissance est... Et en fait, Monsieur Macron, dans le rapport, dans l'introduction au rapport, dit « Oui, mais on va vers une croissance sans interruption, le capitalisme est entré dans une nouvelle sphère, il n'y aura plus de crise, il faut développer la titrisation, tous les instruments financiers nouveaux pour permettre à la France d'avoir sa place dans la mondialisation. » Donc, il est très fier de lui, parce qu'il montre qu'il est le soldat idéal d'un système qui fonctionne, quoi. Il sent bien que ça va lui permettre d'avancer, etc. Quelques semaines plus tard, crise des subprimes, évidemment, tout ce qu'il a raconté. Ça, on l'a pas raconté dans les médias non plus, évidemment. On ne va pas dire que ce type, en fait, s'était ridiculisé en donnant l'impression d'être un génie, alors qu'il était en train de ne simplement adhérer au système existant, quitte à raconter n'importe quoi et à favoriser et à participer à ce système qui était en train de s'effondrer. Donc cette personne qui n'avait rien compris avant la crise des subprimes se retrouve promue. Et se retrouve promue pourquoi? Parce que quand il a fait la commission Attali, à quoi elle a servi? Elle a servi à faire rencontrer l'ensemble de l'establishment économique et financier, et de le mettre au service de Sarkozy à l'époque, mais surtout va permettre à Macron de rencontrer toutes ces personnes. Fort de ce carnet d'adresses qu'encore une fois l'État lui donne pour servir l'État, il va pas pantoufler n'importe où. Il va pantoufler non pas dans une grande entreprise, disons un truc industriel où il y aura une ambition, vous savez, je sais pas, de construire un projet dans Saint-Gobain, dans le Verre, j'en sais rien. Non, pour créer des emplois, pour participer à la création de valeur. Non, il va aller chez la banque Rothschild. La banque Rothschild, c'est quoi? C'est une banque d'affaires, c'est-à-dire quelque chose qui ne crée pas de valeur. La banque Rothschild, c'est quoi les banques d'affaires? Il y en a 5 ou 6 en France, à Paris, qui sont importantes, qui font les gros deals. C'est-à-dire, ils vont mettre en contact une entreprise qui cherche à vendre une partie de ses biens à un acheteur qui va chercher à gagner, à rentabiliser cette nouvelle entreprise, quitte à supprimer des emplois, etc. C'est-à-dire qu'il va rationaliser le fonctionnement de l'entreprise pour en tirer plus de profit. Et qu'est-ce que fait la banque d'affaires? Elle joue un rôle d'intermédiation. Et
comment est-ce que vous faites ce rôle d'intermédiation? En vous entendant bien avec les gens, en allant dîner avec les uns les autres, et en montrant que vous êtes un peu galant, vous êtes bien élevé, vous écoutez de la musique classique comme eux, etc. Ce que Alain Minc, qui était l'un des protecteurs avec Jean-Pierre Jouyet de Macron, résumerait de la façon suivante, et ce n'est pas mes mots, en faisant la pute. En gros, c'est les mots d'Alain Minc filmés en parlant de ce qu'est un banquier d'affaires, en parlant de Macron. Donc, enfin, vous voyez comment ces gens se tiennent en estime entre eux déjà. Donc, Macron va gagner plusieurs millions d'euros en 3 ans, ce qui déjà pose question, hein. C'est-à-dire que vous créez aucune valeur ajoutée pour la société, et donc vous tirez de l'argent grâce à, en fait, il va faire une grande opération entre deux entreprises, entre Pfizer et de vente dans le secteur agroalimentaire, qui va provoquer la suppression de plusieurs milliers d'emplois, parce qu'évidemment, ces grandes entreprises et les commissions, ces grandes opérations et les commissions que vous versez à tous les intermédiaires qui ont permis sa mise en place, et notamment aux banques d'affaires, il faut récupérer l'argent quelque part, hein. C'est pas de l'argent qui tombe du ciel. Donc vous faites ça comment? En réduisant la masse salariale notamment, c'est-à-dire en faisant que les entreprises deviennent plus profitables pour vous rembourser. Donc Macron fait ça, il récupère plusieurs millions d'euros. Aucune question éthique, hein. Est-ce que moi, je suis dans cette position, alors que je suis censé servir le bien commun, je tire de l'argent de ça pour moi, personnellement, et en plus, ça va provoquer des conséquences économiques probablement délétères, et en plus, c'est des millions d'euros, c'est-à-dire que je gagne ce que quelqu'un va mettre une vie à gagner, je le gagne en 2-3. Est-ce que ça ne dit pas quelque chose du fait que la société fonctionne mal? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à corriger? Est-ce qu'une société peut survivre quand quelques-uns, du fait de leur réseau et de leur entre-gens, peuvent gagner des millions avec une facilité déconcertante, pendant que des autres triment toute leur vie pour avoir juste de quoi vivre un minimum? Ces questions, ils ne se les posent pas. Et dès le moment que cette personne ne se pose pas ces questions à ce moment-là, moi, je trouve qu'il y a danger. Je trouve qu'il y a danger. Alors quand en plus cette personne qui a cette position grâce à Tali, à qui il a été présenté par Jouyet qui au même moment, qu'est-ce qu'il fait? Et c'est de là, je suis désolé, ça semble aller du coq à l'âne, mais tout se réunit très vite en fait. Jean-Pierre Jouyet, au même moment où Macron sont protégés par chez Rothschild, Jean-Pierre Jouyet, meilleur ami de François Hollande. C'est une personne quand même qui rentre à l'IGF, Jouyet, parce que Hollande lui donne son poste de l'ENA à l'IGF, pour rentrer à la Cour des comptes lui-même, donc un poste qui est moins prestigieux, mais parce que ça va lui laisser plus de temps pour faire de la politique, parce que Hollande lui-même dit, hein, il le dit dans une vidéo, moi à la Cour des comptes, je peux bosser 4 heures par semaine, tout va bien. Et je suis très content de ça, pareil, on n'interroge pas le système, je gagne 6 000 euros par mois sur les frais d'État, ça me permet de faire mes campagnes politiques. Et il envoie son ami Jean-Pierre Jouyet à l'Inspection Générale des Finances pour que Jouyet cultive les réseaux au sein de l'IGF pour servir sa campagne politique. Et il fait ça, Hollande, à 23 ans. Hein. Enfin, c'est dire quand même ces personnes à quel point elles sont préformatées et elles savent à quel point ce qu'ils font va leur permettre de façon assurée d'arriver à des postes de responsabilité. Si vous vous demandez pourquoi Hollande aujourd'hui se dit qu'il va peut-être pouvoir se représenter en 2022 et que ça serait pas mal, etc., et ça me semble complètement aberrant, intégrez ce que je suis en train de vous dire. Ces gens-là pensent que le pouvoir leur est acquis, que c'est un droit, et que c'est un droit qui vient de leur réussite à des concours, dont ils n'interrogent pas du tout la discrimination sociale, dont ils n'interrogent pas du tout le fait qu'ils ne reconnaissent pas leurs valeurs, mais tout simplement la reproduction d'un système qui en soit injuste. Donc voilà. Donc Jean-Pierre Jouyet, meilleur ami de Hollande, qui se dit socialiste de gauche, etc. Et en 2007, Sarkozy lui propose de devenir secrétaire d'État aux Affaires européennes. Il se dit pourquoi pas en fait. Et il rentre et donc il trahit la gauche pour entrer sous Sarkozy. Et qu'est-ce que va faire? Et c'est là que c'est très intéressant. Qu'est-ce que va faire? Pourquoi est-ce que Jouyet rentre sous Sarkozy? Quelle est sa mission? C'est faire adopter le traité constitutionnel de 2005 qui a été rejeté par référendum. C'est-à-dire le mini-traité qui est adopté par l'Assemblée, c'est Jean-Pierre Jouyet, en tant que secrétaire d'État aux Affaires européennes, qui le défend. C'est-à-dire que cette personne a pour mission, lorsqu'il est nommé par Sarkozy, de s'asseoir sur le vote populaire et de le faire au nom de sa légitimité au sein de l'État, etc. Le « en même temps » de M. Macron, c'est Jean-Pierre Jouyet qui le met en place au début. Et ce « en même temps », contrairement à ce que vous avez pensé, c'était pas une façon, ou à ce que certains ont pensé, pardon, je sais pas s'il y a beaucoup de macronistes qui ont, ici, en tout cas de personnes qui ont été macronistes à un moment, mais les gens ont cru que Macron proposait le « en même temps » pour permettre de sortir de la politique politicienne. C'est-à-dire de sortir des jeux d'intérêt, des jeux partisans, pour permettre, en fait, de servir, aux personnes de servir la France, en gros, au pouvoir politique, de rendre le pouvoir politique au service de la France. Le « en même temps », c'est, au contraire, une proposition pour les élites politique, financière, médiatique, et de dire, jusqu'ici, il y avait des alternances tous les 5 ans, qui faisaient que vous deviez soutenir un camp ou l'autre.
pour avoir vos intérêts protégés. Qui faisait que si vous trompiez de cheval, bah, vous passiez 5 ans un peu plus misérables que, bon, vous restez dans un hôtel particulier et compagnie, hein, mais c'était un peu plus difficile, vous aviez moins accès à l'État, etc. Moi, ce que je vous propose, c'est, parce que de toute façon, on sait bien que l'on est là que pour servir nos intérêts, et pas des idées ou autres, c'est de court-circuiter cette alternance et de vous permettre, en fait, un accès illimité au pouvoir. Et donc, Jean-Pierre Jouyet inaugure ça en montrant qu'en fait, que quoi que vote le peuple, que vous soyez de gauche ou de droite, ça ne change rien, parce qu'il y a en fait une idéologie au sein de ce petit Paris qui est générique, qui en fait peut être servi et par la gauche et par la droite, ça change rien. Vous appartenez à un parti, et que non seulement ça, mais que le peuple en plus aura beau tenter de se rebeller contre cette proposition que vous faites en votant non, par exemple, au traité constitutionnel de 2005, vous trouverez toujours une façon de lui imposer vos vues, au nom d'un impératif supérieur. Eh bien, en montrant que c'est possible, il ouvre la voie au en même temps de Macron, qui lui, en fait, juste la fin des partis tels qu'ils existaient jusqu'alors, et la création, en fait, d'un projet unique, d'une idéologie unique, qui aurait l'assurance de rester au pouvoir. Pourquoi ? Parce que la seule alternative qui subsisterait, ce serait Le Pen, ce serait le Front National. C'est pour ça que Le Pen que Macron joue systématiquement la stratégie de moi ou le chaos. C'est parce qu'il sait très bien que pour toute une partie de la France, de toute façon, Le Pen est inconcevable en étant au pouvoir, et donc qu'en écrasant l'ensemble des autres forces politiques, bah, il aura une assurance de rester, de perpétuer de façon éternelle, ou en tout cas définitive, sa position sociale. Donc Jean-Pierre Jouyet fait ça en 2007, à côté son poulain va gagner des millions chez Rothschild, et Jean-Pierre Jouyet le présente, via Jacques Attali, à François Hollande. Entre-temps, Macron, il a tenté de présenter Macron à Fillon, ça s'est pas bien passé. On devait proposer à Macron de devenir directeur de cabinet adjoint de Fillon quand il était Premier ministre de Sarkozy. Donc vous voyez, encore une fois, gauche-droite, c'est pas le sujet. Macron, derrière, est présenté à Fabius, il essaie de travailler un peu avec Fabius, ça se passe pas bien. Et donc finalement, il se dit, Hollande, vu que Strauss-Kahn s'est effondré. Et donc Macron, présenté par ce Jean-Pierre Jouyet à Hollande, va commencer à faire le programme économique de Macron, et notamment le CICE. Et avec qui est-ce qu'il prépare ce programme économique? Et ça, je le tiens de cette personne en question, qui me l'a dit au premier étage du Flore à Paris, il y a 3 semaines, Jérôme Cahuzac. Donc, les 2 personnes qui ont écrit le programme économique de Hollande, et là vous comprenez pourquoi le quinquennat était relativement désastreux, c'est Jérôme Cahuzac et Emmanuel Macron. Jérôme Cahuzac qui me dit ça, alors j'étais en train d'enquêter sur Crépuscule, justement, sur la version imprimée de Crépuscule, il me dit ça, mais moi je vais rien vous dire de méchant sur Macron, j'adore Macron, on a écrit le programme de François Hollande ensemble. J'étais là, merci beaucoup. C'est tout ce dont j'avais besoin. Et donc voilà. Donc, Emmanuel Macron, introduit par Jean-Pierre Jouyet auprès de Hollande, établit sa stratégie économique, tandis que Montebourg fait le beau devant les caméras, et puis après va se retrouver bien à sec, parce qu'il n'aura pas du tout participé à la constitution du pouvoir de Hollande, donc il va arriver toujours avec un coup de retard une fois qu'il sera nommé ministre du redressement collectif, comme quoi la paresse peut avoir des effets politiques très graves. Et donc on se retrouve avec Emmanuel Macron, qui est nommé via Jean-Pierre Jouyet secrétaire général adjoint de l'Élysée, c'est-à-dire en charge de toute la partie économique, toute la politique économique française. Donc vous avez les ministres qui sont responsables devant le Parlement, devant l'Assemblée nationale, et dans le régime de la Ve République, l'Assemblée nationale vous remet jamais en question, vous pouvez lui mentir éventuellement, comme Cahuzac l'a fait, sans avoir de difficulté, tant que vous n'admettez pas que vous avez menti, tout va bien. Les députés n'ont pas de réel pouvoir en France, et donc qui est-ce qui dirige les ministres? C'est l'Élysée. Et à l'Élysée, qui sont des personnes puissantes? Ce sont les conseillers en charge des questions économiques. Et donc c'est en fait Macron qui a une grande partie du pouvoir, évidemment sous la tutelle de Hollande, mais quand même. Et Macron, à partir de 2012, à l'Élysée, il va faire une chose de très simple, il va commencer à faire ce il fera après quand il sera au ministère de l'économie, où il est nommé sur suggestion de qui, à votre avis? De Jean-Pierre Jouyet, encore une fois, qui entre-temps a été nommé secrétaire général de l'Élysée, parce que c'est pas grave que vous ayez été sous Sarkozy, puis après vous passiez sous Hollande, enfin, il n'y a aucune difficulté. Et donc Macron va commencer à appliquer les politiques économiques les plus délétères, mettre en œuvre les politiques économiques les plus délétères du quinquennat Hollande, notamment le CICE, qui va consister en quoi, en fait? En pour moitié, donc pour près de 20 milliards d'euros par an, des cadeaux fiscaux, en gros, aux grandes entreprises. C'est-à-dire un allègement de charges sans aucune obligation, aucune contrepartie, qui va permettre de rémunérer les actionnaires. Et donc, en fait, il va appliquer une politique économique dont il sait qu'elle va plaire à la bourgeoisie parisienne. Parce qu'elle sert leurs intérêts. Il va faire très attention à pas se prononcer sur les questions les plus sensibles, mais sur tout ce qui est économique, en fait, il va appliquer une politique qu'il appelle
entrepreneuriat, mais qui en fait ne va être qu'une sorte de début de pillage du capital d'État, donc de notre capital collectif, au profit des intérêts privés, de ceux qui seront capables ensuite de financer sa campagne électorale, de le défendre auprès des médias, qui dînent avec les journalistes, etc. Et donc il va le faire de façon systématique, au point où Christian Eckert, qui est nommé secrétaire d'État au budget, donc c'est un des socialistes un peu sauvables, parce que même s'il a complètement adhéré à cette social-démocratie, c'est quelqu'un qui vient de territoires qui ont été en grande difficulté, parce qu'ils ont été désindustrialisés, qui vient de Metz, et qui du coup a une sensibilité sociale sincère. C'est-à-dire qu'il a vraiment lui-même vécu avec ce qui est très rare aujourd'hui, encore une fois, à l'Assemblée nationale, parce qu'il n'y a pas que le problème des grandes écoles. Hein. Vous allez à l'Assemblée nationale, pourquoi est-ce que les Gilets jaunes sont dans la rue? C'est tout simplement parce qu'il faut bien un contrepoids à une Assemblée nationale où il y a là aussi 1% d'ouvriers et d'employés. C'est-à-dire qu'à un moment, quand l'instance qui est censée représenter l'ensemble de la population fait représenter 30% de cette population par 1%, évidemment, à un moment, il faut trouver d'autres moyens de se faire entendre. Il ne faut pas s'étonner derrière que, évidemment, oui, ces personnes-là ne défendent pas vos intérêts. On peut penser qu'il y a un idéal très, très abstrait, etc. À un moment, il y a des choses qui s'appellent l'expérience personnelle, la solidarité de classe, et qui font que quand vous êtes dans la bourgeoisie, vous n'allez pas vous faire allumer de dîner en ville dans Paris, parce que vous appliquez des politiques en défaveur des bourgeois. Pourquoi, si vous n'êtes pas vous-même, vous n'êtes pas d'une classe plus défavorable? Donc évidemment, cette question de la représentation est très importante. Mais je ferme cette parenthèse. Emmanuel Macron porte ses politiques économiques pour se faire voir, pour se faire monter, et il va s'appuyer en fait sur un triumvirat très intéressant qui va lui permettre d'avoir accès aux médias. Donc parce qu'on a la première phase de cooptation technocratique, comme je le disais, qui vous permet en gros d'avoir accès à des positions de pouvoir, mais qui vous permet pas de faire de la politique. Ça vous permet éventuellement de devenir ministre. Ça vous permet d'être nommé ministre de l'économie, c'est ce qui est arrivé, c'est-à-dire à un moment, par réseau, par pur effet de réseau successif, on nomme un pur inconnu, un parfait inconnu, quelqu'un qui ne s'est jamais confronté au suffrage électoral, donc parlons démocratie, ministre de l'économie. C'est quand même déjà en soi une question qui se pose. Cette personne, à aucun moment, ne s'est confrontée à un contrôle de la part de la population. Bon, à la limite, on se dit, ça peut arriver, il y en a eu quelques-uns, c'est un peu l'effet société civile, là c'est pas le cas, mais il pourrait y avoir des justifications. Sauf que derrière, ça ne vous permet pas d'avoir un destin politique. En général, vous faites ça et derrière, vous plantez royalement. C'est la jurisprudence de Dominique de Villepin. À un moment, comme vous n'avez pas de rapport au peuple, vous dites, je peux faire tout et n'importe quoi, vous faites le CPE. Du coup, vous faites. Et donc là, Macron va comprendre qu'en fait, il est dans une situation un peu compliquée, qu'il a besoin d'un appui supplémentaire s'il veut vraiment s'inscrire politiquement dans le pays. Et alors là, il va y avoir quelque chose de formidable. C'est-à-dire qu'il va s'appuyer sur 3 personnes principalement, et ça c'est ce que je décris dans mon livre Crépuscule. Ça va être Bernard Arnault, donc, à qui il a été présenté très tôt par Brigitte Macron, à qui il va dîner, selon certains journalistes, 1 fois par semaine, pendant son mandat comme ministre de l'économie. 1 fois par semaine avec la personne la plus riche de France, celle qui va être la principale bénéficiaire de l'ensemble des mesures fiscales qu'il va adopter ensuite comme président de la République. Quelqu'un qui doit sa fortune à l'État. C'est l'État, et notamment à Laurent Fabius, dans les années 80, qui permet à Bernard Arnault de racheter une entreprise qui s'appelle Boussac, qui était notamment propriétaire de Dior et compagnie, pour 1 euro symbolique, pour 1 franc. Boussac, à qui on va donner 300 millions de francs d'aide d'État pour relancer la machine, à qui on va faire promettre qu'il n'y aura pas de licenciement, évidemment il y aura des licenciements, et qui vont permettre à Arnault, qui était un polytechnicien, qui avait une fortune familiale qui lui a permis en fait de servir de garantie, de devenir la personne la plus riche de France avec un patrimoine qui appartenait à nous. Donc les 80 milliards d'euros de fortune personnelle de M. Arnault, 80 milliards d'euros, qui étaient seulement 40 milliards il y a 2 ans. Donc cet homme, ce génie, a réussi à fabriquer 40 milliards d'euros en 2 ans. On admire la puissance de travail et ce corps, 40 milliards d'euros en 2 ans. Il nous la doit. Mais il la doit plus encore à ces réseaux très spécifiques qui vous permettent, avec l'appui de banques que vous avez eu grâce à quoi? Grâce à votre inscription au sein de la technocratie d'État via la Polytechnique, à votre accès aux politiques que vous avez eu grâce à votre accès aux grandes écoles, etc., de constituer ce conglomérat sans prendre de risque personnellement à aucun moment, en fait, tout simplement. Bon, Bernard Arnault devient l'un des principaux soutiens de M. Macron, mais il y a aussi un autre soutien qui est intéressant, qui est un certain Arnaud Lagardère. Alors, Arnaud Lagardère, c'est un héritier, mais héritier de première génération. Héritier de quelqu'un qui était assez brillant, paraît-il, Jean-Luc Lagardère, qui était pareil, un grand commis de l'État, à qui l'État a confié un certain nombre de biens publics, notamment ce qui deviendrait Airbus.
l'aérospatiale, Matra, etc., qui est devenu ADS puis Airbus. Et sauf que son héritier, c'est vraiment un naze. Donc Lagardère fait fortune, réussit à développer un peu les entreprises. Donc on pourrait se dire c'est un capitalisme d'État. On confie à des personnes très compétentes ou qu'on suppose compétentes des biens d'État pour qu'ils les développent. Vous voyez, même en étant très de droite, en étant de droite, on peut comprendre ça. Là, ce que je vais vous décrire, en fait, c'est même très à droite, c'est injustifiable. Mais jusqu'ici, en fait, sur Lagardère perd. Mais le problème, c'est qu'à un moment, ces milliards, quand la personne qui les détient meurt, elles vont au fils. Alors le fils est d'une débilité mentale profonde. Je suis désolé, j'espère qu'il nous écoutera pas. Mais c'est vraiment quelqu'un qui est reconnu pour sa bêtise. Mais vraiment pour sa bêtise. C'est quelqu'un de très bête. Donc ça arrive. Sauf qu'il se retrouve avec 3 milliards et demi de fortune. C'est un peu plus compliqué. Mais bon, avec une fortune colossale et surtout avec le contrôle, notamment, de près de 14% de ADS. Donc, vous voyez, quand même, c'est pas rien, quoi. C'est à la fois, que ce soit en militaire ou avec Airbus, l'un de nos principaux biens communs, quoi. Donc c'est quelqu'un, et à un moment il est tellement bête qu'il commence à couler l'entreprise, et il demande à l'État s'ils peuvent pas racheter ses parts. Et il demande ça à qui? Il demande à l'Élysée. Et qui est à l'Élysée à l'époque? C'est Emmanuel Macron. Alors il se trouve qu'Emmanuel Macron, ça avait été son banquier, chez Rothschild. Tiens, comme par hasard, Emmanuel Macron, chez Rothschild, avait essayé de vendre les médias d'Arnaud Lagardère, s'il n'avait pas trouvé repreneur. Et il se retrouve avec Arnaud Lagardère, son ancien client, qui est très content de retrouver son ancien banquier à l'Élysée, qui dit là j'ai un problème, il faut que je récupère de l'argent parce que toutes les autres entreprises du groupe sont en train de perdre de l'argent parce qu'ils les gèrent très mal, et il faut que je rembourse ça. Et j'étais traite, en fait, je dois payer tous les millions, tant d'euros, etc. Et donc Macron dit t'inquiète, on s'occupe de ça. Et en fait, Macron va permettre à Lagardère de faire plus de 100 millions d'euros de dividendes dans l'opération de rachat par l'État des parts de ses parts dans l'EADS qui a été créé par l'État. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte du truc quand même, quoi. C'est qu'on confie à Lagardère père le fait de développer le groupe, etc., mais un bien d'État. Lagardère le fait profiter, on devient un des actionnaires majoritaires, etc. Le fils récupère ça, il est complètement nul, il commence à perdre de l'argent partout, etc. Il a besoin de rembourser ses dettes. Il va à l'État en disant, vous pouvez me racheter, et l'État dit banco, et on vous file en plus 100 millions d'euros, en fait, de bénéfices personnels. Bon, très bien. Donc Lagardère, évidemment, il aime bien Macron. Et en fait, Lagardère, c'est quand même le propriétaire de Paris Match, du JDD, etc. Et c'est là, en fait, on va comprendre, en fait, comment fonctionne l'oligarchie. C'est pas seulement les liens incestueux entre État et capitalisme, entre État et grandes entreprises. C'est que ces oligarques sont oligarques pourquoi? Parce qu'ils ont racheté des médias pour avoir une capacité à peser sur la décision politique, en permettant de faire monter tel ou tel candidat ou tel et tel impétrant qui veut se construire un destin politique, pour que ces personnes-là, en retour, servent leurs intérêts. Que ce soit directement dans le cadre d'opérations comme celle que je viens de vous décrire, ou indirectement, tout simplement, en adoptant des dispositifs fiscaux comme le CICE, qui, in fine, vont vous permettre de faire plus de bénéfices, de rétribuer les actionnaires plus fortement, etc. Et donc, en fait, des personnes comme Macron vont brûler du capital d'État, c'est-à-dire des ressources qui nous appartiennent, pour construire leur destin politique. Et ils vont distribuer cet argent à des personnes qui, en plus, par ailleurs, sont compétentes, mais tout simplement à des intérêts privés. Et en plus, évidemment, quand vous adoptez le CICE, donc vous baissez les charges. Les charges, ce qu'on appelle les charges, c'est-à-dire des cotisations, c'est des choses qui permettent de financer les programmes sociaux, etc., donc qui reviennent au sein de la population. Cet argent qui va aux grandes entreprises, on parle des grandes entreprises, c'est pas une abstraction, les grandes entreprises. Les grandes entreprises, c'est quoi? C'est des structures juridiques qui sont détenues par des actionnaires qui sont soit étrangers, soit appartiennent déjà aux classes les plus favorisées, parce qu'ils sont capables de s'acheter des actions. Donc le transfert de ressources va se faire soit vers l'étranger, donc une disparition de ressources pour le pays, soit vers ceux qui ont déjà de l'argent. Et donc avec quoi, in fine? Un accroissement des inégalités. Un accroissement des inégalités au détriment, évidemment, des plus fragiles. Et en fait, ce système qui dure depuis des années a atteint un point de non-retour avec la taxe carburant. Pourquoi? Parce que la taxe carburant, qui ne servait pas, et ça c'est les Macron Leaks qui ont permis de le comprendre, de le prouver, pardon, parce que ça avait été senti et compris par les Gilets jaunes. Et c'est ça la force de ce mouvement. C'est d'avoir intuitivement compris ce qu'aucun média ne leur expliquait. Je vais vous expliquer pourquoi ils ne l'avaient pas expliqué. Macron Leaks révèle que pendant la campagne, il y a le futur secrétaire général de l'Élysée, donc celui qui a fait le CICE avec M. Macron, parce qu'il était avant directeur de cabinet de Moscovici, directeur adjoint, Alexis Kohler, qui échange avec le futur conseiller fiscal de Macron, Laurent Martel. Donc les deux principaux futurs conseillers de Macron à l'Élysée échangent ensemble et ils disent, bon,
il faut qu'on trouve 7 milliards d'euros pour financer le CICE. Parce qu'évidemment, 20 milliards d'euros par an, à un moment, l'État, il a du mal à tenir le rythme, quoi. Surtout que ça produit aucun effet. On avait promis des centaines de milliers d'emplois. Il y a eu au mieux 10 000 emplois créés par an, puis probablement aucun, grâce à ce dispositif. Parce qu'évidemment, cette baisse de charge n'est pas allée pour recruter plus de gens. Elle est allée soit vers les actionnaires, soit pour acheter des machines chez Carrefour et compagnie pour remplacer les caissières. Donc, dans le meilleur des cas, 0 emploi, peut-être moins. Oui. Bon, donc, évidemment, ça crée des trous au sein de l'État, et l'État doit dire à un moment, comment est-ce qu'on fait pour compenser ça? Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé? La taxe carburant. C'est-à-dire que dans les emails, dans les échanges entre Alexis Kohler et Laurent Maratel, ils disent, la taxe carburant servira à financer le CICE. Donc, en fait, vous vous rendez compte, non? On va taxer 66 millions de personnes, parce que la taxe carburant, ça affecte tout le monde, parce que quand vous allez faire vos courses, il y a une partie de ce que vous payez qui a servi à transporter les marchandises au supermarché, à l'épicerie, etc. Donc, on va taxer l'ensemble de la population pour financer ce cadeau fiscal qu'on a fait à quelques milliers de personnes qui n'en avaient pas besoin, parce que c'est déjà les plus favorisés. Et pourquoi est-ce qu'on a fait ce cadeau fiscal? Évidemment, parce qu'ils allaient nous appuyer pour nous faire élire. Qu'est-ce que Laurent Martel écrit à Alexis Kohler? Qu'est-ce que le conseiller fiscal de Macron, aujourd'hui encore, écrit au secrétaire général Élysée? On va leur raconter des histoires. Et l'histoire, c'est quoi? C'est le financement de la transition écologique. Donc cette taxe carburant dont on nous a fait croire pendant des mois qu'elle financerait la transition écologique, ne servait en fait qu'à financer ces cadeaux fiscaux qui avaient permis l'élection de Macron et qui permettraient au système de tenir. Et à un moment, évidemment, à force de pressuriser la population, ça craque. À un moment, de créer un système dans lequel vous brûlez du capital d'État pour vous propulser au détriment du bien commun, à un moment où les gens n'en peuvent plus. Ils finissent par s'effondrer parce qu'à force de baisse des services publics, etc., et de tous les discours moralisants sur le fait que la dette c'est pas bien, etc., à un moment les gens se rendent compte qu'il y a un problème en fait, et que ce problème il est systémique et qu'on pourra leur raconter quoi que ce soit. Et voilà. Et donc moi mon travail, c'est un travail d'explication de pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là. Et en fait, cette explication elle n'est pas économique, elle est sociologique avant tout. Elle est sociologique et à un moment j'ai cette phrase dans Crépuscule. Je dis, ils ne sont pas corrompus, parce que tout ce que je vous raconte, c'est légal. Parce que ces gens-là font ça au nom du peuple français. Ils ont le pouvoir de faire ça. Et c'est nous qui leur avons donné ce pouvoir. Pourquoi? Parce qu'on a cru qu'ils le feraient dans notre intérêt. Donc ils ne sont pas corrompus, ils sont la corruption. Il n'y a pas de corruption au terme légal du terme. Leur corps incarne cette corruption, en fait, qui est tellement institutionnalisée qu'elle est devenue légale. Il est devenu légal de piller la grande majorité des Français aujourd'hui pour servir ses intérêts personnels. Et donc en fait, Lagardère, Arnaud, qui lui est propriétaire du Parisien, qui lui est propriétaire des Échos, qui lui est surtout le premier annonceur de France, c'est-à-dire celui dont dépendent tous les médias pour survivre. Bernard Arnault, et c'est pas que virtuel, Bernard Arnault qui n'a pas hésité à arrêter de faire paraître ses publicités dans tel ou tel journal, en particulier dans Libération, quand Libération avait dénoncé le fait que monsieur était sur le point de s'exiler fiscalement en Belgique. Donc non content d'avoir 80 milliards d'euros sur son compte en banque, monsieur considérait qu'il ne pouvait pas payer ses impôts et qu'il devait partir en Belgique, alors qu'il a fait sa fortune grâce à l'État français, grâce à nous. Enfin, vous vous rendez compte le niveau de prédation à 60 ans, vous avez 80 milliards d'euros et vous pensez encore qu'il vaut peut-être mieux partir s'installer en Belgique plutôt que de payer des impôts, quoi. Et donc Libération dénonce ça, avec une, vous vous souvenez peut-être, Casse-toi pauvre riche, et dans la foulée, LVMH coupe ses publicités, les revenus publicitaires de Libération. Donc ces gens ont un pouvoir, je peux vous assurer que depuis Libé, mais aussi les autres, sont beaucoup plus sympas avec Bernard Arnault. Donc ils ont une capacité d'influence réelle. Et il manque une personne à ce qui a été une triade qui a propulsé Macron au pouvoir, c'est Xavier Niel. Xavier Niel, c'est quelqu'un dont vous avez beaucoup entendu parler parce qu'il se présente comme quelqu'un qui est en dehors de l'establishment, parce qu'il n'a pas fait ses grandes écoles, qui n'arrête pas de critiquer les autres milliardaires en disant il me déteste parce qu'il ne supporte pas que quelqu'un qui fasse partie d'entre-soi ait réussi, moi je suis du peuple, etc. Xavier Niel est marié à Delphine Arnault, la fille de Bernard Arnault, qui a un patrimoine de 4 milliards d'euros parce qu'elle est la fille de Bernard Arnault. Enfin, c'est quand même... donc voilà. Il habite dans une réplique du Trianon de Versailles, en marbre rose, dans le 16e arrondissement. Donc en termes d'esprit populaire, on a mieux fait. Xavier Niel, c'est quelqu'un dont la fortune a été faite
grâce à deux choses. Une part, Free, mais comment est-ce qu'il a réussi à construire Free, que vous connaissez tous? Grâce au Minitel Rose et au réseau de proxénétisme qu'il met en place dans une série de pipe shows pendant 20 ans, avant d'arriver, avec la masse accumulée d'argent, à investir les fournisseurs, le marché des fournisseurs d'accès Internet. Vous n'en avez pas beaucoup entendu parler, et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que Xavier Niel a fait de la prison. Il a été à la santé. Alors, la cellule VIP de la santé. Donc il se retrouve en prison pendant quelques mois, et pour ces faits. Et en sortant de prison, son avocate le présente à une autre femme qui a fait de la prison aussi parce qu'elle s'est fait choper notamment en faisant avec une camionnette où elle avait 500 kg de hashish, qui s'appelle Mimi Marchand. Et Mimi Marchand, en fait, c'est quelqu'un qui est venu après avoir été condamné en prison, enfin qui est condamné, avoir été en prison, a commencé à développer des réseaux dans le milieu. Et du coup, elle a commencé à récolter plein d'informations, parce que le milieu est un grand pourvoyeur d'informations, et donc elle est devenue une trafiquante d'informations. Donc en fait, elle a créé une agence de paparazzi qui s'appelle Best Image, qui a très rapidement eu la main mise sur le petit marché à Paris en gros, de la presse people. Avec 2 ou 3 personnes, mais c'était, disons, la principale. Donc c'est quelqu'un, en fait, dont le fond de commerce, c'est de connaître les secrets des puissants, et de les monnayer. Donc elle a tout un système d'enveloppes qu'elle fait circuler, de rapports avec ses paparazzi, ses réseaux, ses policiers véreux, les hommes du milieu, etc. Elle a construit une constellation comme ça, et qui lui a permis d'avoir cette place centrale. Donc elle rencontre Xavier Niel quand tous les deux sortent de prison, en gros, par leur avocate, et Xavier Niel lui dit, bah écoute, j'ai besoin de toi pour améliorer mon image. Parce qu'on me fait passer pour un proxénète, alors moi, j'ai pas envie de passer pour un proxénète, même si j'étais un proxénète. Et donc, Mimi Marchand va construire l'image de ce maverick, de ce type sorti de nulle part, qui a vraiment réussi par la force de son talent, etc. Et Niel va réussir à s'institutionnaliser peu à peu, et du coup, à prendre une place dans l'État, dans le petit Paris, qui va lui permettre d'avoir accès à la licence mobile. Alors, on vous a présenté là aussi Niel comme un héros qui vous a permis de moins payer votre facture téléphonique. En fait, Niel réussit à choper ça grâce à une guerre ouverte que se mènent Fillon et Sarkozy, parce que Niel, en fait, par un décret que Fillon va signer en sa faveur, contre l'avis de tous les services de l'État, qui considéraient que c'était un scandale, et Fillon lui donne ça pour, selon ses propres thèmes, emmerder Sarkozy. Et pourquoi est-ce qu'il fait ça? Surtout parce que Fillon veut s'assurer un soutien oligarchique pour la suite de sa carrière politique. Et donc Niel va se retrouver avec une rente. Une rente, parce que le marché de la téléphonie mobile, c'est un marché fermé. C'est l'État qui vous donne accès ou pas à l'État. Donc en fait, l'État distribue des centaines de millions d'euros du simple fait d'un décret. De la même façon que Fabius a fait Arnaud, c'est Fillon, et dans sa guerre avec Sarkozy, qui a fait Niel. Dès le moment qu'il donne accès à ce marché à Niel, Niel a une garantie de revenus. Parce que la concurrence est contrôlée, et que vous n'allez pas avoir un nouvel acteur qui pourrait rentrer et vous faire... Donc vous pouvez faire n'importe quoi, vous gagnerez de l'argent, en gros. Et les autres acteurs, évidemment, Bouygues et compagnie, c'est par hasard si Bouygues est propriétaire de TF1, si Patrick Drahi, aujourd'hui avec SFR, est propriétaire de l'Express, BFM, etc., etc. On ne donne pas ce privilège sans contrepartie quand on est politique. Donc vous attribuez ces marchés, vous attribuez ces centaines de millions d'euros, qui encore une fois sont dérivés de l'État, donc de nous, et en échange, bah, évidemment, vous leur dites, bah là, vous avez intérêt à nous aider, en gros, quoi. Et donc, Niel récupère ce marché et est présenté partout comme, comme cette personne qui est très saine, etc. Et donc, Niel, par contre, il comprend bien que pour survivre, et pour pas qu'on lui retire ce marché, enfin, pour obtenir ce marché, il faut qu'il ait un poids politique. Et donc, il va décider de faire un truc assez intéressant, il va racheter Le Monde. Et alors, il va s'allier à Mathieu Pigasse et Pierre Berger pour se racheter Le Monde, tout en prétendant qu'il fait ça pour lutter contre Sarkozy. Alors qu'en fait, Niel, à cette époque, faisait toutes les semaines, pas toutes les semaines, pardon, c'est une bêtise que je viens de dire, mais faisait régulièrement des voyages en accompagnant Sarkozy dans son Falcon, avait pas du tout de problème avec Sarkozy. Sauf qu'il va construire une image d'opposant à Sarkozy pour convaincre la rédaction du Monde de se laisser racheter. Et du coup, il va y avoir un réflexe de la part des journalistes qui vont se dire, oui, mais lui, il va protéger notre indépendance face à Sarkozy, qui était très interventionniste, et qui avait notamment fait intervenir ses amis à l'époque, Arnaud, Bolloré et Lagardère, pour essayer de couler Le Monde après une prise de position très critique du Monde contre lui, en retirant, tous ces hommes avaient retiré, ils faisaient imprimer leur presse dans les imprimeries du Monde. Et ben, ils avaient retiré leur marché du jour au lendemain.
voyez, c'est des trucs qui sont très grossiers, quoi. Enfin, c'est vraiment, ils ont pas peur, parce qu'en fait, comme ils savent qu'ils contrôlent l'information, ils savent que très peu de personnes le sauront. Donc ils ont pas, alors que c'est des pressions beaucoup plus importantes que de censurer un article dans un journal. Vous envoyez des signaux politiques beaucoup plus forts. Et donc Niel rachète Le Monde juste avant d'avoir, juste au moment où il a cette licence, par hasard, hein, évidemment, cette licence de téléphonie mobile. Mais il va pas se contenter de ça. Il va racheter derrière l'Obs. Et avec Le Monde, il a déjà racheté La Vie, Télérama et compagnie. Et il va investir dans Mediapart, après avoir investi dans Bakchiche, et là il a investi dans Les Jours. Et en fait, il va tisser sa toile comme ça, et il va devenir ce qu'on appelle un oligarque. Donc quelqu'un qui, pour faire tenir sa position économique, va s'acheter des relais d'influence auprès des politiques. Eh bien, devinez quel est le lien entre Niel et Macron? Ils sont super copains. C'est-à-dire que Niel se vantait auprès de son entourage immédiat. Moi, j'ai rencontré Niel, et je connais très bien, du fait de mon enquête notamment, beaucoup de personnes de son entourage. Ils m'ont raconté que les premiers mois de du mandat de Macron, à l'Élysée, Niel se vantait de l'avoir au téléphone toutes les semaines. Voilà. Donc, Niel devient copain de Macron, et du coup, à un moment, il dit à Brigitte, viens dans mon Trianon au marbre rosé, j'ai quelqu'un à te présenter. Et c'est le moment où Macron vient d'être nommé ministre de l'économie. Et qui est-ce qu'il présente à Brigitte Macron? Mimi Marchand. Et il lui dit, écoute, là, j'ai la personne pour toi pour faire ta communication. Et à cette époque, Brigitte Macron est un peu fragile. Elle est un peu fragile pour deux raisons. D'une part, parce qu'il y a des rumeurs sur l'homosexualité de son mari. Elle a peur que, évidemment, elle pense connaître très bien son mari, mais elle se dit, on m'attaque moi en utilisant ces rumeurs, etc. Et d'autre part, c'est quelqu'un d'un certain âge qui, du coup, vit dans la crainte de l'opprobre, du stigmate social, de la violence que la société lui renvoie, du fait d'avoir un écart d'âge avec son mari plus jeune et les moqueries qui peuvent exister. Et Niel lui présente à Mimi Marchand en disant « T'inquiète pas, ces rumeurs, on peut les faire taire. Et j'ai la personne pour toi. » Et en fait, Mimi Marchand, du coup, va proposer ses services pour faire la com de Macron. Elle va lui dire « Écoutez, on peut s'occuper de vous, on peut s'occuper de cette rumeur, je vais vérifier si elle est vraie. » Elle lui dit si les photos dont tout le monde parle dans le Petit Paris existaient, qui étaient des photos de rumeurs comme quoi on avait vu, Macron tenait main dans la main un homme boulevard du Montparnasse, je les aurais eues. Parce que moi, tout passe par moi. Donc c'est pas vrai, ne t'inquiète pas. Par contre, je peux t'aider pour construire ton image, pour plus que tu te sentes angoissé, etc. Et en fait, Mimi Marchand va commencer à organiser des paparazzades. Des fausses paparazzades. Et les photos que vous avez vues, les unes de Paris Match et compagnie, dans lesquelles vous avez vu Brigitte Macron et Emmanuel Macron en maillot de bain à la plage, etc., c'est des opérations organisées en amont, financées par Xavier Niel, par Mimi Marchand, pour faire sortir de l'anonymat cette personne, Emmanuel Macron, qui avait été coopté par les élites technocratiques dans un premier temps, donc ça c'est la première phase que je vous ai décrite au début, mais qui maintenant s'agissait de propulser auprès des Français pour le faire connaître et pour lui donner une assise politique. Alors ce que Chirac faisait en faisant 40 ans de carrière politique, en faisant la tournée des popotes, en mangeant des têtes de veau, ce qui a probablement été l'enfer le plus absolu pour lui, parce qu'il a dit une fois dans un entretien que son plat préféré était la tête de veau, et du coup on lui servait des têtes de veau partout. Mais vous voyez, ces parcours relativement sacrificiels, parce que c'est très relatif, dans lesquels vous êtes obligé d'aller au contact de la population, de faire connaître année après année, ce qui a quand même un avantage, c'est que ça permet un contrôle social. C'est-à-dire qu'à force d'être confronté à ces gens-là, à un moment, on finit par vous connaître, on finit par connaître vos faiblesses quand même, donc ça ne s'empêche pas d'élire avec Chirac, mais quand même, il y a un minimum de... Et à un moment, il faut court-circuiter ça, parce qu'il faut aller plus vite, parce qu'on voit bien que le système est en train de s'effondrer, l'ensemble des candidats sont en train de tomber les uns après les autres, et donc on va décider de propulser Macron. Donc Mimi Marchand va être l'instrument idéal. Xavier Niel va organiser des pseudo-meetings comme celui de Las Vegas en lui faisant visiter l'école 42 qu'il a créée, en lui faisant visiter toute une série d'endroits qui visent à nourrir l'image de modernité de M. Macron, alors que c'est quand même quelqu'un qui, de Lynn Renault à quelques autres, a des goûts plutôt ringards quand on le connaît un peu. Et on va essayer de le faire passer pour l'incarnation de la France, c'est quelqu'un d'assez désuet pour vraiment la nouvelle image de la France. Eh bien, on va créer cette propulsion avec, justement, les dispositifs de Paris Match, etc. Il va y avoir 29 unes en quelques mois. Ce sont plus que tous les autres candidats réunis. Et du coup, il va se construire une notoriété qui va être complètement artificielle par rapport à celle de l'intérêt qu'il suscite. C'est-à-dire qu'il y a eu des études qui montrent qu'entre l'intérêt qu'il avait dans les réseaux sociaux et l'impact médiatique qu'il avait, il y avait un écart de plus de 30%. C'est-à-dire qu'il y avait 15% en haut contre 45%. Et, en fait,
évidemment, quand vous envoyez un signal fort, c'est-à-dire qui est relayé non seulement par Paris Match, Closer, c'est-à-dire que vous avez le contrôle sur quelques trucs. Vous avez le contrôle, par exemple, Mimi Marchand, elle avait accès à Paris Match, à Closer et à Gala. Bah derrière, tous les autres s'alignent. Parce qu'ils croient voir quelque chose qui est un phénomène, qui susciterait un engouement, etc. Et ils ont peur de rater le coche. Bah, exactement de la même façon, ils vont faire ça dans la presse papier, avec le JDD et compagnie. Et évidemment, il y a un livre qui est sorti en septembre 2018 qui s'appelle Mimi, qui raconte en fait cette partie de l'histoire d'Emmanuel Macron. Et qui a révélé cette photo extraordinaire où on voit cette femme condamnée donc pour trafic de stupes et plein d'autres choses, faire le V de la victoire très fière d'elle-même dans le bureau du général de Gaulle, à l'Élysée, quelques semaines après l'élection de Macron. Donc ils ont révélé un certain nombre de choses, mais ils ont donné l'impression que Mimi Marchand avait permis à Macron d'avoir toutes ses unes et cette soudaine autorité médiatique. Vous imaginez bien que Mimi Marchand toute seule, bon, ok, elle a tous les paparazzis du monde, tout ce que vous voulez, mais c'est pas quelqu'un qui impose à Paris Match de faire une une sur un homme politique. Ce qui évidemment, cet ouvrage n'a pas raconté, c'est que Lagardère a donné son accord. Et pourquoi est-ce que Lagardère a donné son accord? Pour tout ce que je vous ai raconté, mais plus intéressant encore, pourquoi cet ouvrage, supposément d'enquête, qui est supposément censé, écrit par 3 journalistes, vous donner accès à la vérité, masque volontairement ces dimensions de l'affaire, alors qu'ils sont au courant, parce que c'est publié chez Grasset. Et Grasset appartient à qui? Hachette, et Hachette appartient à qui? À Lagardère. Et donc évidemment, il ne le raconte pas, et il ne raconte pas non plus que Mimi Marchand s'occupe de l'image de Bernard Arnault, Delphine Arnault, etc., que c'est comme ça qu'il y a eu ce lien qui s'est construit autour de toutes ces personnes. Et pourquoi il ne le raconte pas? Parce que l'auteur principal de cet ouvrage travaille pour Le Parisien, qui appartient à qui? À Bernard Arnault. Et c'est là où on se voit à quel point, en fait, notre démocratie ne peut pas fonctionner. Parce que même, en fait, on vit dans une sorte d'illusion de vérité. D'illusion de liberté aussi. C'est-à-dire que vous avez l'impression d'avoir accès à la vérité, parce qu'on a l'impression d'avoir une presse indépendante, qui fait que même si elle est orientée, à la fin, en complétant les sources d'information les unes des autres, vous finirez par avoir une idée du réel. Sauf qu'en fait, on se fait complètement arnaquer. Pourquoi? Parce que quand on prétend révéler des choses, on est déjà en train de nous en masquer d'autres. Donc en fait, on est en train d'exposer Mimi, et en exposant Mimi, on protège qui? On protège Lagardère. Sauf que vous savez pas ça. Donc vous allez lire Mimi en vous disant, bah voilà, c'est ça. Et le temps de comprendre qu'en fait, bah non, c'est pas ça, c'est pas cette femme de 60 ans qui a pas de pouvoir finalement, qui a juste une capacité à organiser une capacité opérationnelle, c'est-à-dire à mettre la machine en branle, c'est pas elle qui fait les lignes de Paris Match, bah entre-temps, on vous a déjà raconté une autre histoire, et ainsi de suite. Et de la même façon que personne n'a raconté à quel point Arnaud était proche de Macron, jusqu'à ce que un certain Jean-Jacques Bourdin ose faire le pas, je ne sais pas si vous vous souvenez de cet entretien devant au Trocadéro avec où Monsieur Macron est interdit, qu'on ose lui dire qu'il serait un intime de Bernard Arnault, qu'il va inviter 15 jours après au dîner d'État organisé par Trump pour l'honneur de la France. Hein, et il dit, mais moi je n'ai pas d'amis, le président n'a pas d'amis. Oui, mais pour en arriver là, il a fallu des années. C'est-à-dire qu'on vous dit pas ça en 2014, on vous dit pas ça en 2008, de façon à ce que vous ne lisiez pas le jeune impétrant aux yeux bleus qui vient de sa province natale et qui, sorti de rien, grâce à son 3e prix au concours municipal, conservatoire municipal d'Amiens, est devenu président de la République, ou est sur le point de devenir président de la République, que non, que c'est quelqu'un qui est en fait inséré dans un réseau oligarchique, qui l'appuie, qui provoque en fait toute une couverture médiatique en sa faveur. Bah non, on vous donne pas l'information à ce moment-là. Ça sort, et en fait, il y a Jean-Jacques Bourdin qui dit, mais vous êtes ami de Bernard Arnault, mais moi j'avais envie de lui dire, mais depuis quand tu le sais? Et il y a Edouard Plenel à côté de Mediapart, qui sourit, qui savait, et je lui dis, mais pourquoi tu ne l'as pas raconté? C'est quand même peut-être plus important que comment ça se fait qu'on ne sait pas? Comment ça se fait que des choses si importantes qui, en fait, qu'est-ce qui fait que vous ne nous le dites pas? Ce qu'il fait, c'est justement tous ces liens qui font que, voilà, il y a un moment où il y a une autocensure qui va se mettre en place, parce que même si vous ne travaillez pas à l'Obs, au Monde, au Télérama, etc., qui appartiennent à Niel, vous êtes journaliste, vous rêvez de travailler dans ces rédactions. Ou vous dites que si vous faites virer du Figaro et compagnie, ça serait quand même pas mal que vous pouviez... Donc même quand c'est pas l'oligarque en question qui vous emploie, vous avez tout intérêt à faire attention à ne pas dire du mal de l'oligarque, à ne pas révéler ses liens d'intérêt, etc. Et donc, en fait, dans cet espace informationnel complètement vicié, on a l'apparence de savoir ce qui se passe, en même temps on comprend qu'on ne sait pas, c'est pour ça que le mouvement Gilets jaunes est né, mais en même temps on peut toujours vous opposer, mais non, mais il y a peut-être plein de rédactions, de toute façon, même si l'un peut pas raconter une chose, l'autre peut raconter l'autre, et en fait c'est faux. En fait, il y a une condensation dans l'ensemble de ces réseaux qui s'est mise en place sous Macron, à travers cette stratégie du en même temps dont je vous parlais, qui a fait qu'il y a eu un étouffoir qui s'est construit, qu'on a construit un mythe,
C'est-à-dire, on a donné l'apparence que cet homme avait un talent qu'il n'avait pas, on a donné l'apparence que cet homme allait nous sauver alors qu'il n'allait pas le faire, qu'il n'allait servir que des intérêts, qu'il n'avait aucune idée. On parle quand même d'une campagne présidentielle où je pense son programme, quand même de quelqu'un qui n'était pas très connu, n'a été annoncé qu'à la mi-mars. C'est-à-dire qu'il a fait quand même la moitié ou plus de sa campagne présidentielle sans nous dire ce qu'il ferait s'il était président de la République. Et on se retrouve dans cette situation-là où, évidemment, du coup, qu'est-ce que ça crée? Ça provoque, évidemment, tout de suite après, des ruptures importantes. Une fois qu'il est élu, qu'on a propulsé cet homme au pouvoir, cet homme s'appuyait sur une notoriété de papier glacé. On a élu une star de télé-réalité. En tout cas, quelqu'un qu'on connaissait aussi bien qu'une star de télé-réalité. Quelqu'un dont on nous a vendu des portraits complètement superficiels où on masquait les enjeux importants, où on masquait les intérêts qui servaient. Et évidemment, très vite, alors qu'il y a une propulsion extrêmement rapide en termes de popularité, la chute est tout aussi brutale. Et non seulement brutale, mais extrêmement violente. Et violente non seulement contre lui, mais aussi plus généralement contre le système, parce qu'on comprend bien, et pardonnez la vulgarité, qu'on s'est fait complètement entuber. Et qu'il n'y a pas que Macron qui nous a entubés, mais tout un système politique, médiatique, économique qui a défendu cette personne et qui nous a empêchés d'avoir accès en fait à notre propre souveraineté. Et donc, je suis allé rapidement, je pourrais vous raconter comment en fait même les privatisations que Macron défendait en 2013, dès 2013, dès qu'il était secrétaire général de l'Élysée, celles qu'il est en train de mettre en place maintenant répondent aux mêmes intérêts. La personne qui a le mandat pour privatiser les aéroports de Paris, c'est Bernard Mourad, qui est le meilleur ami de Macron, un des meilleurs amis de Macron. C'est quelqu'un qui vient d'être nommé à Bank of America Paris, après avoir été conseiller de Macron pendant l'élection, après avoir été la main droite de Patrick Drahi, et avoir organisé le rachat par Patrick Drahi de l'Express, BFM, etc., contre l'autorisation de l'Élysée, donnée par Macron, du rachat de SFR. Rachat de SFR qui a provoqué la suppression de 5000 emplois. Et donc un pouvoir socialiste a donné cette autorisation. Pourquoi? Et ça, c'est Bernard Mourad lui-même qui le raconte dans Vanity Fair de décembre, parce que Hollande avait dit, dans une réunion que Macron avait organisée, oui, pourquoi pas le rachat de SFR, mais vous savez, Libération a des problèmes. Donc, Mourad comprend de la même façon que Niel avait compris ça, Drahi comprend de la même façon que Niel avait compris ça 6 ans avant, qu'il est obligé de racheter ses médias s'il veut avoir l'autorisation de Hollande. Il fait nommer à la tête de Libération, après l'avoir racheté, qui? Laurent Geoffrin, camarade de promotion de Hollande, dont on découvrira par la suite qu'il est la plume de Hollande, celui qui écrit les bouquins de Hollande. Tout ça, c'est pas dit, hein. Donc le type vous fait des éditos en prétendant être neutre politiquement, alors que derrière, elle bosse avec Hollande. Sauf que qu'est-ce qui se passe? Hollande s'effondre. Mais une fois que vous avez créé l'appareil oligarchique, que vous avez acheté ces médias-là, il faut bien s'en servir. Donc ces médias se mettent au service de qui? De Macron. Et donc voilà. Donc, récompense pour M. Mourad, la privatisation des aéroports de Paris. Et la privatisation des aéroports de Paris, ça va être quoi? La privatisation d'une entreprise stratégique, ultra rentable, qui rapporte des centaines de millions d'euros chaque année à l'État, au nom de quelle logique économique? Aucune. Voilà.